Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News, au sommaire de l'actualité. En Guinée, près de 80 prisonniers politiques ont été remis en liberté ce mardi 7 septembre. Des activistes arrêtés lors des manifestations en septembre 2020 contre le troisième mandat du président déchu, Alpha Condé. Leur libération a été réclamée par le colonel Mamadi Doumbouya, actuellement homme fort du pays. Au Maroc, les citoyens se sont rendus aux urnes ce mercredi pour élire les membres du Parlement, une élection marquée par un changement de mode de calcul décisif pour l'avenir des grands partis. Et puis la Côte d'Ivoire a lancé la quinzaine touristique ce mardi 7 septembre à Abidjan, un événement pour célébrer la richesse du patrimoine touristique ivoirien. Le gouvernement ambitionne de faire de la Côte d'Ivoire la 5e destination touristique africaine d'ici 2025. Mais d'abord, au Mali, la CEDEAO a achevé ce mardi 7 septembre une mission pour évaluer l'avancée du processus de transition dans le pays. Une mission qui s'est dit préoccupée quant à la tenue d'élections générales. Le scrutin est prévu en février 2022. Il devrait marquer la fin de la période de transition de 18 mois. Pourtant, la mission relève notamment l'insuffisance d'actions concrètes dans la préparation du processus électoral et rappelle l'importance de respecter le calendrier électoral. Parmi les actions prioritaires énoncées par la CEDEAO, la préparation de la liste électorale et le choix d'organes devant conduire à ces élections. Près de 80 opposants guinéens ont recouvré la liberté ce mardi 7 septembre, libération intervenue à la suite des consultations entre le nouveau pouvoir militaire, l'administration pénitentiaire et leurs avocats. Des prisonniers politiques arrêtés lors des manifestations contre le troisième mandat du président déchu, Alpha Condé, en septembre 2020. Les précisions de Nathalie Mo. Chose promise, chose due. La libération des prisonniers politiques est effective en Guinée. Ce sont 79 activistes et militants de l'opposition qui ont été remis en liberté ce 7 septembre 2021. Ces libérations sont la conséquence immédiate d'une des premières décisions fortes de la junte militaire au pouvoir. Vous avez dit non! Vous avez dit non à l'injustice! Vous avez dit non au vol! Vous avez dit non au mensonge. Donc dès jeudi, nous allons organiser une grandiose manifestation pour célébrer votre libération. Et bien entendu, rendre hommage à ceux qui ont pris la responsabilité de vous libérer de toute charge. Il a fallu 24 heures au secrétariat à la justice installé par le Comité national de rassemblement et du développement, le CNRD, pour exécuter la recommandation du colonel Mamadi Doumbouya. Le symbole de cette vague de libération est l'activiste politique Fonike Mengue, condamné à 11 mois de prison dans le cadre des manifestations contre le troisième mandat d'Alpha Condé. La procédure concerne environ 400 prisonniers civils et militaires, selon des avocats. Il s'agit de personnes considérées comme étant arrêtées en raison de leurs opinions politiques ou des personnes qui ont parlé à des mouvements de protestation. Il y a également le dossier des militaires, mais dans le temps, nous nous sommes entendus sur deux listes concernant des détenus civils. Donc, je peux vous dire qu'en ce qui concerne ces deux listes, l'ordre de mise en liberté a été déjà signé par le procureur général. En ce qui concerne les militaires, comme ils sont nombreux et disséminés à travers le pays, pour ne pas prendre le risque d'en oublier certains, nous avons décidé de nous retrouver demain ou après-demain pour pouvoir les recenser tous. Outre la libération de ceux qui étaient appelés les prisonniers d'Alpha Condé en Guinée, le chef du pouvoir militaire en place a instruit la réouverture du siège de l'Union des forces démocratiques de Guinée. La fermeture du quartier général remonte au lendemain du scrutin présidentiel du 18 octobre 2020, élection que l'opposant Cellou Dalein Diallo avait perdue face au président déchu Alpha Condé. Le colonel Mamadi Doumbouya, dans le coup de force du 5 septembre, fait réagir les institutions africaines et internationales. L'Union africaine et la CEDEAO ont condamné la prise du pouvoir par les armes et réclament la libération du président déchu, Alpha Condé. Nathalie Mo. À l'unanimité, l'Union africaine et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont condamné le coup d'État militaire contre le président Alpha Condé en Guinée le 5 septembre 2021. Le chef de l'État ghanéen, président en exercice de la CEDEAO, a exigé la libération inconditionnelle du chef d'État guinéen déchu et le retour à l'ordre constitutionnel. Une demande qui n'a pas encore fait écho auprès des putschistes menés par le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. Les putschistes ne céderont aux demandes des organisations africaines que si et seulement si
Celle-ci use des sanctions ciblées et concrètes à l'endroit des meneurs du putsch. En outre, le projet de putsch en lui-même décèle un agenda personnel des commanditaires qui, sous certaines conditions, devront se résigner à libérer un président qui, il faut le rappeler, a été démocratiquement élu. Dans un communiqué conjoint, le président de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, et celui de la commission de l'institution panafricaine, Moussa Faki Mahamat, ont invité le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à se réunir d'urgence pour examiner la situation en Guinée. Ils ont par ailleurs appelé à prendre des mesures adéquates. On pourrait s'attendre dans un premier temps à la suspension de la Guinée-Conakry de l'instance africaine avec un délai prévu pour rétablir l'ordre constitutionnel. Ensuite, on peut s'attendre à ce que l'Union africaine se propose comme un acteur clé dans les discussions futures en vue d'un retour au calme. Enfin, l'Union africaine pourrait soumettre un calendrier dans lequel les élections devront se tenir. L'Organisation des Nations Unies n'est pas également restée de marbre. À l'instar de plusieurs chefs d'État, son secrétaire général Antonio Guterres a exprimé sa totale désapprobation vis-à-vis de ce coup de force. Au lendemain du putsch, la junte a annoncé la réouverture des frontières aériennes et terrestres guinéennes pour des raisons économiques et humanitaires. Au Maroc, les bureaux de vote ont ouvert ce 8 septembre. 18 millions d'électeurs étaient appelés à élire les membres du Parlement. Le nouveau chef du gouvernement sera issu du parti arrivé en tête lors de ce scrutin législatif, scrutin qui intègre un nouveau mode de calcul basé sur le nombre d'électeurs inscrits et non des votants. Saad Eddine El Othmani, le Premier ministre sortant, issu du parti de la justice et du développement, espère briguer un troisième mandat consécutif à la tête du gouvernement. Un souhait de la rédaction. Quelques 18 millions d'électeurs marocains étaient appelés aux urnes ce mercredi 8 septembre dans le cadre des élections législatives et locales. Ces élections générales devraient déterminer l'avenir du parti islamiste de la justice et du développement à la tête de l'exécutif depuis plus de 10 ans et dont la gestion est remise en question par les Marocains. En réalité, le mouvement, le PJD, est en train de compter ses forces. Il voit cette descente aux enfers, c'est-à-dire que c'est une érosion continue. Il y a un appel à la mobilisation pour pouvoir continuer à exister. Et je pense que le Maroc, qui est aussi dans une forme d'ambiguïté sociétale, c'est-à-dire qu'il y a une partie extrêmement islamisée, les Marocains d'en bas, et qui sont très sensibles au discours de l'islam politique, et il y a une partie de l'élite marocaine qui est extrêmement occidentalisée, qui a d'autres manières de penser le monde, et ces deux Marocs-là voisinent et ne se fréquentent pas. Un nouveau mode de calcul basé sur le nombre des électeurs inscrits et non des votants a été inauguré lors de ce scrutin. Les électeurs marocains éliront de ce fait les 395 députés de la Chambre des représentants et plus de 31 000 élus communaux et régionaux. C'est un test grandeur nature pour voir le degré de mobilisation du parti islamiste, et on voit qu'ils sont, en tout cas, c'est un sursaut qu'ils souhaitent avoir pour pouvoir se maintenir dans le jeu. Et c'est tout l'enjeu de ce scrutin. Donc pour les élections, pour les conseillers communaux et régionaux. Et on va le savoir bientôt, on va savoir exactement la cartographie politique avec le poids de chaque parti dans ce pays assez paradoxal en réalité. Le taux de participation est donc l'un des enjeux majeurs de cette élection. Le nouveau chef du gouvernement sera issu du parti ayant reçu le plus grand nombre de votes. En Tanzanie, 25 sites de production d'oxygène seront mis en place pour les patients atteints de Covid. Objectif, éviter des pénuries d'oxygène en cas d'augmentation du nombre de patients développant des complications respiratoires dues à la maladie. Roberto Bogbe. De l'oxygène local, soit une capacité à remplir 200 bouteilles par centrale génératrice. C'est le cap fixé par les autorités tanzaniennes pour combattre le Covid-19. L'ingénieuse initiative a été lancée au lendemain de la formation d'un comité de conseil auprès de la chef de l'État, Samia Suluhu Hassan, sur les mesures de lutte contre la pandémie. Une grosse bouffée d'oxygène pour les populations.
L'installation des centrales génératrices d'oxygène aidera à résoudre les pénuries d'oxygène en cas d'augmentation du nombre de patients Covid-19 qui développent des complications respiratoires. L'installation des usines de production d'oxygène est financée en partenariat avec le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Face au manque de fonds nécessaires, les plateaux techniques ne sont pas les mieux fournis. Au plus fort de la crise sanitaire, de nombreuses initiatives locales ont émergé pour pallier le manque, à l'exemple de celle portée par cet ingénieur camerounais qui apprécie hautement l'initiative tanzanienne. Je vois avec beaucoup de satisfaction l'initiative tanzanienne. Je note une volonté forte de se doter de capacités internes dans un secteur structurant comme la production d'oxygène. Je note surtout la volonté de le faire de manière décentralisée. C'est vraiment un modèle à suivre. Il faut savoir que la riposte anti-Covid a drainé beaucoup de fonds et il est aberrant pour des États de consacrer tous ces fonds exclusivement à des dépenses frénétiques vers l'étranger. Une pandémie comme le Covid doit être l'opportunité de faire émerger le génie local, de structurer positivement le secteur de la santé en faisant de plus en plus confiance à des intrants de santé locaux. En Tanzanie, l'éradication du coronavirus fait désormais partie des priorités de la présidente de la République. Il y a quelques mois, avec les membres du comité sur le Covid-19, elle supervisait activement les contours du projet d'usine à oxygène. La quinzaine touristique ivoirienne a démarré ce mardi 7 septembre à Abidjan. L'événement a pour objectif de mettre en avant la richesse culturelle du pays. Le gouvernement ambitionne de faire de la Côte d'Ivoire la 5e destination touristique africaine d'ici 2025. Ange Méniot. Je déclare de ce pas ouvert la quinzaine touristique. Le ton est lancé et la caravane peut démarrer. Pendant 15 jours durant, la Côte d'Ivoire sera sous le feu des projecteurs. Danse et culture seront mêlées à des activités de découverte. Les grandes villes du pays seront mises au diapason pour célébrer la richesse du tourisme ivoirien. La quinzaine touristique, activité annuelle, pérenne, ambitionne de mettre en valeur le potentiel touristique local fondé sur la stratégie gouvernementale Sublime Côte d'Ivoire. Cette quinzaine cible les résidents ainsi que les non-résidents à la consommation touristique pour une croissance et un développement durable, solidaire et inclusif, capable de développer un nouveau paradigme qui catalysera, à n'en point douter, la croissance face à une crise économique mondiale sans précédent. La quinzaine du tourisme a une connotation assez particulière cette année. C'est en Côte d'Ivoire que va être célébrée la 41e journée mondiale du tourisme. Une opportunité pour ce pays d'Afrique de l'Ouest qui a beaucoup de matière à revendre en termes de culture. Cette année 2021, le thème qui a été retenu, c'est le tourisme pour une croissance inclusive. La Côte d'Ivoire, revenue dans le concert des nations depuis la cession à la magistrature suprême de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, Président de la République, se doit de présenter le rayonnement de son dynamisme économique au monde qui a su résister au choc de la pandémie à coronavirus et développer une résilience dans les différents secteurs d'activité, dont les secteurs du tourisme et des loisirs en sont une illustration parfaite. La quinzaine touristique va se dérouler dans 25 villes ivoiriennes au total. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale Sublime Côte d'Ivoire, dont l'ambition est pour l'État de Côte d'Ivoire de développer et promouvoir l'ensemble de son potentiel touristique. Des matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2022 de football en zone Afrique ont eu lieu lundi 6 septembre, un deuxième tour de la compétition au cours duquel plusieurs équipes africaines se sont affrontées. Retour sur les temps forts avec Robert Tobogbe. Des fauves chez des pachydermes qui marchent vers le Qatar. Sur leur chemin, il n'y a pas que la pelouse du stade olympique d'Ebimpe qui prend un coup, mais aussi ces lions indomptables qui concèdent un doublé de l'Ivoirien Sébastien Halle. La réduction du score ne suffira pas pour garder le fauteuil de premier du groupe D.
le grand classique du football africain en soirée qui opposait les éléphants de la Côte d'Ivoire aux lions indomptables du Cameroun. Les éléphants n'avaient pas réussi à battre le Mozambique avec un nul 0-0 à l'extérieur lors de la première rencontre. Et Sébastien Haller, l'école néerlandaise passée par le FC Utrecht, actuel joueur de l'Ajax Amsterdam, qui transforme un penalty et qui inscrit un doublé en première période. Lors du début du match, les Ivoiriens se sont fait bouger quand même un petit peu dans les duels. Il y avait beaucoup d'agressivité et de physicalité de la part des lions indomptables du Cameroun qui sont parvenus à réduire le score sur un penalty aussi en deuxième période. La deuxième mi-temps est beaucoup plus satisfaisante pour le Cameroun qui d'ailleurs s'est retrouvé galvanisé. Au stade de l'Amitié du Bénin, l'imposant du milieu béninois Jordan Adeoti domine ses adversaires et son coup de tête finit au fond des filets pour arracher un nul, un but partout. Pour le compte du groupe C, la Centrafrique s'est inclinée face au Libéria, 1-0 en délocalisation à Douala. Les Centrafricains sont derniers au classement avec un point. C'était un match plutôt fermé, plutôt physique, beaucoup d'agressivité. Et c'est Sherman pour les Libériens, les Lone Stars, qui a inscrit le but de la victoire à 4 minutes de la fin. Le Libéria qui se rassure après avoir perdu 2-0 face aux Super Eagles du Nigeria. Dans le groupe G, l'Afrique du Sud mène les débats devant le Ghana avec 4 points en 2 matchs disputés. Après avoir encaissé 8 buts contre les champions d'Afrique algériens, Djibouti n'a pas pu relever la tête contre le Niger qui occupe la deuxième place du groupe A. Les qualifications de la Coupe du Monde 2022 se sont poursuivies ce mardi 7 septembre. 10 matchs étaient au programme. Parmi eux, la Guinée équatoriale qui s'est imposée face à la Mauritanie sur le score 1-0. La rencontre Burkina Faso-Algérie s'est soldée par un match nul 1 partout. La Libye l'a remporté face à l'Angola avec un score de 1-0. Ou encore le Sénégal qui a dominé le Congo-Brazzaville avec un score final de 3-1. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.